Pendant 47 ans, un homme, un imposteur, a vécu sous l'identité d'un autre avant de mourir. Un jour, le véritable se voit couper ses rentes. Normal, pour sa caisse de retraite, c'est un homme mort. Comment qu'il a pu avoir mon identité, voilà. Comment qu'il a pu l'avoir, ou surtout, où qu'il l'a eu. Hein? Parce que en 46-47, je suis allé à Paris, on m'a volé ma valise en arrivant à Montparnasse, hein, et j'avais donc un livret de casse d'épargne dans la valise. Moi, je crois que cela est venu de là. Parce qu'autrement, je n'ai pas perdu d'autres papiers. Je m'en souviens toujours pas. Ne voyant pas avoir ma rente au 15 octobre 91, je suis allé voir ma banque le 30 octobre. Et elle n'était pas encore versée à ses dettes. L'employé du guichet m'a dit d'aller voir à la sécurité sociale. Puis ce matin, du 30 octobre, ma femme avait reçu une lettre de la CRAM de Nantes, lui demandant de remplir un imprimé pour ma revision qu'elle a droit sur cette lettre. Étant avisé de décès de M. Véron Georges, moi-même, quand elle m'a fait voir cette lettre, je n'ai pas perdu mon courage. Je suis allé le 31 octobre au matin au service de la sécurité sociale d'Angers. C'est là que j'ai découvert avec l'employé, après un coup de téléphone à la CRAM de Nantes, que j'étais bien décédé le 17 décembre 1989 à Châteaubriand. C'est évident, M. Véron est vivant, bien vivant. Il habite Angers où son existence coulait sans histoire, presque sans relief. Le mort, c'est un usurpateur, un homonyme, un autre, Georges Véron, domicilié depuis une quarantaine d'années à Nantes, dans la populaire rue du Maréchal Joffre, entre l'église Saint-Clément et le regard bienveillant de Louis XVI, étonné d'avoir survécu à tant de guerres et de révolutions. Georges était domicilié là, mais son ancien propriétaire, M. Piquet, Nelson pour les intimes, qui le logeait gratuitement en échange de petits travaux, nous a refusé son témoignage, comme M. Tougeron, le pâtissier voisin. Si vous avez une bagarre avec un canaque, par exemple, dans un café ou un truc comme ça, il ne faut jamais lui taper sur la tête, parce qu'il a une tête, c'est du béton. Il faut lui taper dans les côtes, comme ça lui coupe le souffle. Mais Georges Véron, jamais dans ces coups-là, jamais. Enfin, de ma connaissance, hein, même de la rue. Et c'était un type qui, on le voyait tous les jours, bonjour, salut, rend des services, faire un peu de béton, un crochet à attacher, et puis on buvait une shopping comme ça, il était client un peu chez moi, mais un type sans histoire, jamais on n'aurait pensé que, je pense, qu'il avait un passé. Il ne parlait pas de sa vie, on buvait un verre comme ça, il fait beau, il fait pas beau, mais jamais rien, et même pas de son travail, parce que quand on a vu dans la presse qu'il avait été chez un docteur et tout ça, je pense pas qu'il y avait grand monde qui le savait, vous voyez, donc c'était quand même caché, quoi.
Moi, je pense qu'il a fait une croix sur quelque chose, mais quoi? Le docteur Olliéric et madame n'ont pas voulu non plus nous parler de Georges Véron, leur valet de chambre, très stylé paraît-il, au début des années 50. Georges Véron travaillait le jardin de madame Morin. Madame Morin rémunérait Georges Véron avec des légumes. Elle assista aux obsèques de son jardinier, mais garde un silence obstiné. Depuis 32 ans que je suis ici, j'ai bien connu M. Véron, qui était un client habituel. Il venait le samedi, en principe, vers 11h30, pour chercher ses produits d'entretien, ses produits de toilette, et autrement, il me prenait du gaz. Il était fort aimable. Et quand il rentrait, il me disait toujours « Bonjour madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer », et en même temps, il me faisait le baise-main. Il était très réservé. Il ne racontait pas ses affaires, sa vie intime, je ne la connaissais pas. Mon mari peut-être la connaissait peut-être davantage, mais malheureusement, il est décédé depuis longtemps. Alors je ne sais pas très bien ce qu'il lui a raconté, quoi, bien sûr. C'est un garçon vraiment bien et d'une instruction potable. Je pense même qu'il aurait pu même toucher le secondaire, déjà à cette époque-là. Je me rappelle que Véron, Georges, était toujours vêtu simplement, mais toujours propre. Il avait surtout été connu habillé avec un 3/4 qui n'était pas cuir, mais qui était en plexi, en genre de, comment déjà, de plexi, là, de noir. Et puis là, c'est le garçon, quand vous l'invitiez, ne s'imposait pas. Il était assez, on peut même dire, assez timide. S'il arrivait dans une assemblée avec des amis, il ne s'asseyait pas si on ne le priait pas de le faire. C'était un garçon, je pense, qui était assez effacé. Et puis, par la suite, je l'ai revu aussi avec une paire de bottes noires. Mais je pense que ce garçon-là aurait pu soit s'occuper d'un haras, ou peut-être passer son régiment, comme il disait qu'il avait été en Afrique. Alors donc, cette habitude-là lui était peut-être restée. Je crois que ce garçon-là avait certainement quelque chose à cacher, parce qu'il n'essayait pas à se lier, rien du tout. Mais je n'ai même jamais pu savoir, vraiment, d'ailleurs je ne l'interrogeais pas, pour savoir ce qu'il avait fait dans sa jeunesse ou qu'est-ce qu'il était devenu, je n'en sais rien. Lui étant quelques années plus vieux que moi, je pense qu'il est appartenu à des formations peut-être politiques, ou alors à cette époque-là c'était la guerre. Il y en a qui sont versés dans la résistance, d'autres ont viré de l'autre côté. Du quel côté qu'il était, est-ce qu'il avait quelque chose vraiment à se cacher? Ça vraiment je ne peux rien vous dire, je n'en sais rien du tout. Mais certainement que... Mais moi je ne le critique pas si vraiment il se fait oublier comme ça, s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait raison, et je crois qu'il a dû peut-être bien espier un petit peu sa faute comme ça, en restant seul, ne voulant pas avoir d'amitié ou de copains. Quand j'ai connu Georges Véron, j'avais environ 15 ans. Il travaillait chez mon père comme maçon, et moi-même j'étais apprenti. Et il s'est créé entre nous des liens d'amitié. Et nous avons conservé une amitié entre nous jusqu'à sa mort. Moi, j'ai connu Georges Véron un tout petit peu plus tard, à la suite de mon mariage. J'ai trouvé cet homme très cultivé, très gentil, à tout point de vue. On avait lié à tout niveau, même avec mon mari, des liens d'amitié. Même nous sortions, nous avions beaucoup de choses en commun. Oui, pour nous, Georges, à mon avis, était un homme très diplomate pour nous, en plus instruit, avec qui on aimait bien parler, d'une bonne intelligence. On aimait bien dialoguer ensemble, on faisait pas mal de choses en commun, ne serait-ce que même jouer aux dames.
Donc sa culture était quand même quelque chose de bien recommandable. J'ai rien à dire là-dessus. À plusieurs fois, il s'était confié, à plusieurs reprises, il s'était confié à moi sur sa vie passée. Il avait raconté donc sa vie militaire à l'âge de 18 ans, dans les bataillons d'Afrique, engagé. Ensuite, je sais qu'il avait fait partie des Croix de Feu, avant la guerre de 39-45. Je sais aussi qu'il avait fait un cambriolage à Paris, qu'ils avaient cambriolé un magasin de fourrure, qu'ils avaient pris une petite peine. Je crois même qu'il s'est évadé. C'est d'ailleurs là que je pense qu'il avait réussi dans la gare de Paris, de Montparnasse, entre autres, je pense, à récupérer des papiers de Montparnasse ou Angers, je me souviens plus très bien parce que je n'ai pas pris des notes à cette époque, qu'il avait réussi à prendre des papiers du vrai Georges Véron. Oui, moi je sais qu'il n'aimait pas du tout les Arabes, mais tout ce qui était maghrébin, mais il n'a jamais fait quoi qu'équivoque, il n'a jamais bousculé personne, au contraire, il se faisait très discret à ce niveau-là, il préférait partir plutôt que de les voir, et on sentait franchement qu'il avait souffert à ce niveau-là. Sur certains chantiers, chez mon père, il quittait le chantier s'il y avait des Arabes à travailler, ça c'est une évidence. Mais il n'aurait jamais fait de mal à une mouche, si vous voulez. De lui, j'ai un très très bon souvenir au niveau de mes enfants, surtout l'aîné, parce qu'il a fait participation de mon accouchement. Et avec moi, et surtout avec eux, il a toujours été bon. Toujours, il avait des petits cadeaux, il était attentif à ce niveau-là, pour leur anniversaire, pour leur fête. C'était quelque chose de super avec lui. Alors si Georges revenait aujourd'hui, il conserverait toute ma sympathie et mon amitié. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Des souvenirs flous, des ruines d'anciens lieux de travail où le fantôme du faux Véron doit ricaner devant notre curiosité. Peu de choses, chronologie difficile, impossible portrait. La silhouette de Georges Véron, l'imposteur, s'enfuit dans les mémoires paresseuses, dans les craintes peut-être justifiées, là où seul l'imaginaire pourrait rétablir des faits improbables. Je n'en veux pas à l'homme qui y repose là. Tout ce que je demande au tribunal quand je vois y passer, qu'on enlève la plaque de mon nom dessus sa tombe. Monsieur Véron. Oui. Et qui nous assure que c'est vous, les vrais Véron, et pas les messieurs qui reposent ici? C'est moi-même, Georges Véron, né à Angers, le 24 novembre 1918, et c'est bien moi, hein, et tout, vu avec mes papiers de la mairie d'Angers. Ben. J'ai quand même les preuves que c'est moi. Mais l'autre aussi, il avait des papiers. L'autre, je crois que c'est un faux Véron. Mais il avait des papiers, lui aussi. Oui, il avait les papiers, mais il n'avait pas tous les papiers qu'il fallait. Il y en avait un il avait un papier qu'il n'avait pas. Donc le vrai, c'est vous? C'est moi. Alors, grosse bagarre. Et puis, dites à nouveau, les vrais, c'est moi. Tout ce qui était maghrébin, mais il n'a jamais fait taper dans les côtes, comme là. quoi qu'il arrive, il n'a jamais bousculé.